Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Résonance. Résonance qui est devenu un rendez-vous où justement, à chacun de nos numéros, nous rencontrons un énarque, un ancien de l'École nationale d'administration qui évolue aujourd'hui au sein de cette même administration et qui est prêt à proposer des solutions aux problèmes qui se rencontrent dans notre quotidien. Et pour ce numéro, nous avons ici avec nous un énarque de la 3e promotion. Avec lui, nous parlerons de ce que l'on entend par partenariat public-privé. Cela a fait couler tellement d'encre et aujourd'hui, avec lui, nous allons décrypter cet aspect de notre administration et de notre gouvernance. Et bien entendu, nous allons pouvoir déterminer quelles sont les failles, mais aussi quels sont les points d'amélioration qui nous permettront d'être plus performants en tant que nation. Monsieur Firmin Kaki, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci encore d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour le compte de nos téléspectateurs? Alors, je dois d'abord vous remercier pour cette invitation. C'est un honneur de revenir à l'ENA pour prester dans le cadre de cette émission Résonance. Je m'appelle Firmin, comme vous l'avez dit, Lotambo Kake. Je suis le directeur général adjoint de l'unité de conseil et de coordination du partenariat public-privé, ICPPP en sigle. Je suis énarque de la 3e promotion au CAPI. Donc voilà, aujourd'hui je reviens sur les terres de mes premiers exploits. Terre de vos premiers exploits, on en parlera aussi, ça va faire pratiquement 9 ans que vous êtes au sein de cette administration, depuis que vous avez été admis dans le corps des administrateurs civils. Et aujourd'hui, avec vous, on va parler justement de ce fameux partenariat public-privé. On en entend parler, on voit des réalisations que l'on attribue au partenariat public-privé ou pas, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer de manière claire et simple en quoi ça consiste exactement? Alors, pour dire simple, le partenariat public-privé, PPP, c'est une forme de collaboration entre l'État et les privés dans le cadre de la réalisation d'un service public qui a pour finalité l'intérêt général. C'est des formes de contrats de longue durée qui comptent entre 5 et plus, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, voire même plus. Et ce sont des contrats qui comportent quand même un certain nombre d'exigences, des contrats qui sont très complexes. Il y en a plusieurs formes, mais pour résumer, il y a des grandes familles de partenariats public-privé. On a des PPP de type concessif, qu'on appelle ici chez nous les conventions de délégation des services publics. Et on a les contrats qu'on appelle également le PPP à paiement public. La différence entre les deux catégories, c'est que pour la première catégorie, la première famille, le partenaire privé, donc la différence se situe dans le mode, principalement dans le mode de rémunération du partenaire privé. Okay. Parce qu'il faut les rémunérer, la gestion, et il faut rembourser l'investissement, le fonds mobilisé pour l'investissement. Et donc la différence entre les deux familles se situe dans le mode de rémunération du partenaire privé. Pour la première famille, c'est-à-dire le contrat de partenariat. Là, nous sommes dans le concessif. Type concessif. Exactement. Le partenaire privé est rémunéré sur le paiement par les usagers ou les utilisateurs des services. Entre parenthèses, c'est le cas notamment avec le péage, par exemple. Péage routier, par exemple. Ou les paiements qui sont notamment dans l'utilisation des services digitaux. Vous voyez? Et donc là, c'est des PPP des familles concessives. Donc le partenaire est rémunéré substantiellement au résultat de l'exploitation, si on peut dire ça. Et c'est une exploitation qui peut aller sur 10, 15, 20, voire 30 ans. Voire 30 ans. Okay. Alors, pour cette catégorie, la loi congolaise reconnaît 3 types. Vous avez la concession de travaux et de services publics, vous avez le contrat d'affermage et vous avez les contrats de ce qu'on appelle la régie intéressée. Cette famille, avant, faisait partie de la loi de marché public, faisait partie du code des marchés publics. Aujourd'hui, c'est dans la famille de PPP. Alors, la deuxième famille, c'est le PPP qu'on appelle des PPP à paiement public. C'est des contrats de partenariat. C'est une forme qui a été ajoutée avec l'avènement de la loi PPP. Et ça, c'est les PPP aussi
pure. Donc, c'est des PPP qui consistent pour les partenaires privés à réaliser l'ensemble de la mission, ou une partie, mais vraiment une mission globale. Et donc, ça dit une mission qui peut être la conception, le financement, construction, l'exploitation et la maintenance. Et les partenaires privés est rémunéré non pas par les usagers, mais à travers un loyer qui est payé par l'État. Je rappelle que vous êtes donc le directeur général adjoint de l'unité de conseil et de coordination des partenariats publics-privés. Alors, dans ce cas, le rôle de l'État serait quelque peu réduit à n'être qu'un contrôleur de ces différents partenariats. Et si c'est le cas, quels sont les outils que l'État peut déployer justement pour contrôler un peu et vérifier la faisabilité de ce partenariat? Je reviens d'abord pour dire que les PPP, c'est un investissement public. C'est un projet d'investissement public. C'est une forme, un mécanisme de commande publique. Donc, les PPP, c'est une forme de commande publique. Et donc, l'État, lorsqu'il s'engage à faire les PPP, c'est-à-dire qu'il délègue une partie de ses prérogatives au privé. Ah, mais il y a quand même le partage des responsabilités. Parce que le PPP, c'est pour vraiment transférer une partie des risques au privé, mais il y a les risques aussi que l'État supporte. Alors, lorsqu'on confie un PPP à un partenaire privé, les mécanismes sont faits de telle sorte qu'il y ait un contrôle, un suivi, qui ont la mission d'assurer le suivi. L'ICPPP, la RMP et les autres services de l'État peuvent jouer. Les ministères qui ont le rôle de suivre au niveau sectoriel les projets peuvent jouer ce rôle. Et dans chaque projet de PPP, il existe ce qu'on appelle, il y a l'obligation d'avoir un comité de suivi. Le comité de suivi, c'est le comité de suivi de l'autorité contractante, c'est-à-dire de l'entité publique. Donc, l'entité publique doit mettre en place un comité de suivi cristallisé dans le contrat, et d'ailleurs c'est une obligation réglementaire. Ces comités de suivi assurent le suivi et établissent des rapports et paient tirer des conclusions. L'ICPP également fait le même travail. Il y a l'ARMP qui vient également a posteriori pour faire le même travail. Alors, comment garantir la transparence dans l'attribution des marchés? On a assisté, vous le savez, à plusieurs marchés qui malheureusement ont abouti, j'ai envie de dire, ça a été des montagnes qui ont accouché des souris. Donc, on aimerait un peu comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui on peut garantir la transparence dans le processus d'attribution de marché quand on sait que ce sont des millions de dollars qui sont en jeu. Alors, je veux d'abord dire que les craintes de la population sont légitimes. Parce qu'on connaît déjà dans l'histoire et dans d'autres pays comment les PPP ou les marchés publics se sont transformés à des scandales. Exactement, oui. On a l'histoire des pays, et même ici. Et ces craintes, même dans des pays dits avancés ou développés. Bien sûr. Nous avons suivi récemment un pays européen qui, à cause de la corruption, a estimé que les ministères de la commande publique devaient être gérés par l'AIA, l'intelligence artificielle. Carrément. Voilà, en Europe. Voilà. Et donc, ces craintes sont légitimes. Mais il faut travailler sur des mécanismes de transparence. Et je pense que ce sont les lois, les règles, mais aussi l'éthique des acteurs. Et donc, nous essayons de travailler. La commande publique suit un certain nombre d'exigences, un certain nombre d'étapes qu'il faut respecter. Et donc, l'ICPPP, c'est gardien avec les autres organes de l'État, de la commande publique. Nous veillons à ce que ces règles soient respectées et qu'il y ait une transparence pour permettre la concurrence. Le rôle de la concurrence, c'est permettre à l'État d'avoir de négocier des contrats à des prix, des coûts qui lui sont favorables, qui sont abordables et qui ne posent pas de problèmes, qui sont soutenables. Et donc, nous travaillons sur base des règles. Donc, et il faut du professionnalisme, il faut de l'éthique des acteurs. Et je pense que c'est pour ça même que l'ENA a été créée, c'est pour cette notion d'intégrité, de compétence pour les acteurs et un peu de patriotisme. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une disposition particulière pour favoriser l'entrepreneur congolais qui espère aussi, qui dispose d'une expertise, qui a un ancrage qui est local? Et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer avoir des Congolais qui récupèrent des marchés publics congolais? Alors, d'abord, les textes n'interdisent pas à des étrangers
concourir, de conclure des contrats avec l'État congolais. Donc les marchés restent ouverts à la concurrence, à tout le monde, parce que on cherche l'offre économiquement la plus avantageuse. Mais quand cela ne tient, le marché public, la commande publique, c'est aussi un outil de souveraineté aussi. Et donc, il est important aussi de favoriser l'émergence de la classe moyenne locale. Et donc, cette question, la loi PPP a épinglé un petit peu quelque chose sur la possibilité à travers la sous-traitance. Mais l'ouverture reste, tout le monde peut avoir droit à un contrat de PPP. Toutes les tout le monde peut compétir. Il suffit de remplir les critères. Très bien. Mais, comme je l'ai dit, il est important de favoriser l'émergence de la classe moyenne locale. Et c'est ça qui nous préoccupe au niveau de l'ICPPP. Et c'est parmi les questions qui sont à la base aujourd'hui de la révision de la loi PPP. Parce que nous voulons introduire des dispositions qui ouvrent quand même la possibilité à des entrepreneurs locaux d'avoir accès. Parce qu'on sait souvent que ces marchés ne les favorisent pas. Ils ne font pas face à des grosses entreprises qui viennent de l'extérieur. Alors, comment nous allons faire concrètement? Exactement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment on fait concrètement? Voilà, nous avons mené des missions d'études au niveau des pays, notamment de l'espace IMOA, pour voir comment ça se passe au Sénégal, par exemple, et d'autres pays. Et donc, dans ces pays-là, il est prévu des dispositions qui sont intéressantes. La première disposition, c'est on met l'obligation pour tout partenaire privé qui est sélectionné, voilà, tout candidat, voilà, d'avoir dans le capital au moins un pourcentage des entreprises locales, d'une entreprise locale ou des entreprises locales. À l'espace IMOA, je pense au Sénégal, c'est 30% de capital. Donc la personne doit détenir des parts. Il faut que dans les parts, voilà, il faut qu'il y ait une partie qui appartient aux Congolais. Bon, on va voir, ce n'est pas les mêmes seuils qu'on va mettre, mais je pense que c'est des éléments qui permettent déjà d'avoir une ouverture. Deuxième élément, c'est de limiter quand même des seuils qui doivent être destinés, réservés exclusivement aux nationaux. Aux nationaux, tout à fait. Aujourd'hui, dans les conditions de la loi PPP ou de la législation en matière de PPP actuellement, l'étranger peut exécuter même un marché de 500 000 $, même un marché d'1 million. Il n'y a pas de limite. Or, dans cet espace-là, IMOA, je pense qu'il y a des seuils pour lesquels on ne peut pas avoir un étranger. Donc, on peut, par exemple, des PPP de 500 millions, et PPP de 1 million, je pense que les Congolais sont capables de mobiliser, de lever les fonds, même auprès d'une banque, pour financer. On a aujourd'hui le FOGEC, voilà, qui peut garantir les entrepreneurs congolais, et qui le fait d'ailleurs. Et donc, ça peut être une possibilité pour permettre, pour contribuer, en tout cas, à l'émergence d'une classe moyenne locale. Et je pense que la révision de la loi qui est en cours, qui a été initiée par le gouvernement, sous l'impulsion, bien sûr, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, donc permettra, en tout cas, de booster la classe moyenne, l'entrepreneuriat local à travers le PPP. Merci infiniment, Monsieur Firmin Kaké, pour ces différents éléments que vous nous apportez, justement. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une liste de projets sur lesquels on peut piocher pour informer, par exemple, le public? Bien sûr, nous avons constitué une liste de projets, un portefeuille de projets. Un portefeuille. C'est un travail qui a été fait après en synergie avec les administrations, parce que les projets viennent des administrations. Et donc, nous avons identifié un certain nombre de projets, mais cet exercice doit se poursuivre dans les différents secteurs et nous allons même descendre au niveau des provinces. Merci infiniment, Monsieur Firmin Kaké. Je rappelle que vous êtes donc le directeur général adjoint de l'unité de coordination et de conseil des partenariats publics-privés, basé ici à Kinshasa. C'était un véritable plaisir que de bénéficier de vos lumières et bien sûr un appel justement pour se concentrer sur ces différents projets qui peuvent intéresser la plupart des entrepreneurs congolais. Nous allons donc nous séparer par ici, chers téléspectateurs. Nous vous disons merci de votre attention et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Résonance.